Et si, du jour au lendemain, le passeport américain ne valait plus rien? Imaginez un monde où le document le plus convoité, symbole de liberté, d'accès et de puissance, devient subitement synonyme de rejet. Cette idée qui, il y a quelques années encore, aurait semblé relever d'un roman d'anticipation, est devenue réalité sous nos yeux. 2 pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso, ont pris la décision de refuser, sans aucune exception, l'entrée à tous les citoyens américains sur leur territoire. Une interdiction totale, immédiate, sans négociation ni explication. Pas de liste de privilégiés, pas de cas humanitaires, pas de diplomatie de l'ombre. Seulement une règle, froide et sèche, qui s'applique à tous, sans distinction. À première vue, ce geste pourrait sembler anodin ou symbolique. Après tout, combien d'Américains rêvent de visiter Bamako ou Ouagadougou? Pourtant, c'est un séisme silencieux dans l'ordre mondial de la mobilité. Pour la première fois, 2 pays souvent absents des cartes touristiques occidentales ferment effectivement la porte au passeport considéré comme le plus puissant du monde. Et l'étonnant, c'est la réaction du continent africain. Pas de tumulte, pas d'indignation, pas de sentiment de perte. Au contraire, on observe parfois une satisfaction discrète, comme si un cycle d'humiliation silencieuse trouvait enfin sa réponse, comme si une revanche symbolique était prise sur une arrogance occidentale jugée insupportable depuis des générations. Pourquoi ce geste radical ne choque-t-il pas davantage? Pourquoi, au lieu de susciter la panique ou l'indignation, cette mesure est-elle accueillie par un calme inattendu, presque un soulagement collectif dans certains cercles africains? Peut-on imaginer que, pour de nombreux jeunes, cette fermeture ressemble moins à une sanction qu'à une libération tant attendue? La question est vertigineuse. Dans quel monde est-il devenu normal de voir un passeport occidental interdit sans que cela déclenche une crise mondiale? Comment expliquer que le rêve américain, si longtemps cultivé à travers films, séries et mythes de réussite, puisse être relativisé, voire abandonné sans regret apparent? Ce geste inverse la logique habituelle des restrictions de voyage et met en lumière une hiérarchie longtemps acceptée comme allant de soi. Celle où le passeport occidental ouvre quasiment toutes les portes, pendant que d'autres restent condamnés à la suspicion et à l'exclusion pour des raisons souvent opaques ou arbitraires. Si l'on ne comprend pas ce basculement psychologique, on risque de rater un moment charnière. La remise en cause d'un privilège occidental qui, jusqu'ici, semblait gravé dans le marbre. C'est le prestige du voyage, l'aura du passeport bleu étoilé qui vacille, tout comme la capacité de l'Occident à façonner les désirs et à attirer les talents du Sud. Pour percer le mystère de cette décision inédite, il faut remonter aux premiers signes du changement, bien avant que le Mali et le Burkina Faso ne fassent la une des journaux. Tout ne s'est pas joué en une nuit. Pour comprendre, il faut revenir sur les événements qui, silencieusement, ont préparé ce basculement. Beaucoup pensent que tout a commencé en Afrique. Or, c'est faux, et ce malentendu explique bien des réactions étonnées. Pour saisir la portée du geste du Mali et du Burkina Faso, il faut remonter dans le temps, à une époque où la nature même des frontières a commencé à se transformer insidieusement. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont discrètement élargi leur politique de bannissement migratoire, appelée « travel ban ». Pas de déclaration tonitruante, pas de débat télévisé, pas de mobilisation internationale. Juste une décision administrative, un coup de stylo, et soudain, des millions de personnes furent privées de la possibilité de voyager vers les États-Unis. Du jour au lendemain, une liste de pays africains et moyen-orientaux, pourtant très différents par leurs histoires, leur culture et leurs aspirations, ont été regroupés sous une même étiquette. À risque. Niger, Soudan du Sud, Nigeria, Syrie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, tous réduits à une case suspecte dans le grand système de tri mondial. Aucun acte concret, aucune preuve spécifique. Il suffisait d'évoquer une menace potentielle, même théorique, pour justifier l'exclusion. Ainsi, le passeport devenait un stigmate, non plus un droit. Prenons l'exemple de la Syrie. Avant la guerre, les Syriens voyageaient librement, notamment pour étudier ou commercer. Mais en un décret,
tous les Syriens sont devenus suspects. Le Nigeria, première puissance démographique du continent, a vu ses citoyens, même étudiants brillants ou entrepreneurs innovants, reclassés dans la catégorie « indésirable » sans la moindre explication individuelle. Même chose pour le Soudan du Sud, jeune État encore fragile, dont les ressortissants n'avaient rien commis, mais dont la nationalité seule suffisait à fermer les portes. Face à cette évolution, pas de mobilisation dans les rues de Washington, ni de débat sur les plateaux télévisés américains. Les personnes concernées étaient trop éloignées, trop pauvres, sans relais politique ou médiatique. L'absence de réaction a tout permis. Progressivement, il est devenu banal d'exclure certaines nationalités de la mobilité mondiale, comme si leur destin importait peu. On a pris l'habitude d'écarter des millions de personnes du monde qui comptent, sur la simple base de leur passeport, sans remords ni justification détaillée. Ce qui se joue ici dépasse la question des visas. Il s'agit de la capacité d'un peuple à choisir sa destinée, à préserver sa dignité, à exister sur la scène mondiale autrement qu'en tant que suspect ou privilégié, selon des critères décidés par d'autres. Ce glissement a longtemps été accepté, car il semblait aller dans un seul sens, du nord vers le sud, des puissants vers les faibles. Mais aujourd'hui, la situation s'inverse. Ce sont les passeports occidentaux qui se retrouvent bloqués à la frontière. Que révèle ce renversement sur la véritable nature du pouvoir mondial ? Ce n'est plus une simple question de visa ou de paperasserie administrative. C'est une lutte pour le pouvoir, symbolisée par la gestion des frontières. Le Mali et le Burkina Faso n'ont pas cherché à négocier, ni à protester. Ils n'ont pas demandé d'exemption. Ils ont seulement appliqué, avec une précision glaciale, la même règle imposée par les États-Unis à leurs propres ressortissants. Cette réponse n'est pas le fruit d'une stratégie diplomatique sophistiquée. Elle vient de juntes militaires habituées à répondre à la pression par la pression, sans détour. Leur logique est implacable. Si l'on t'impose une règle injustifiée, tu la renvoies à l'expéditeur, sans avoir à la commenter. Ce geste est d'abord psychologique. Il ne s'agit pas d'économie. Peu d'Américains font la file à l'aéroport de Bamako ou de Ouagadougou. Il s'agit d'affirmer une dignité, de refuser d'accepter, en silence, des lois dictées par une puissance étrangère. Pendant des décennies, l'Afrique a absorbé sans broncher les décisions venues d'Occident. Ce geste, c'est le miroir qu'elle tend désormais. Tu me bloques, je te bloque. Ce n'est pas une escalade, mais la démonstration d'une symétrie retrouvée, un refus de l'obéissance automatique. Pour la grande majorité des Africains, cette décision a peu de conséquences directes. Depuis longtemps, obtenir un visa pour les États-Unis ou l'Europe était déjà un rêve inaccessible, réservé à quelques privilégiés. La porte vers l'Ouest semblait déjà verrouillée, bien avant ce geste spectaculaire. Mais le symbole est saisissant. Pour la première fois, l'interdiction ne va plus dans un seul sens. Elle expose la hiérarchie cachée de la mobilité mondiale. Qui décide, qui subit, et qui ose enfin refuser de jouer le jeu. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le contrôle des frontières révèle des rapports de domination. Rappelons-nous l'époque coloniale, où les Européens circulaient librement en Afrique et en Asie, pendant que les autochtones se voyaient refuser l'accès aux métropoles. Ou plus récemment, la politique australienne dite « Pacific Solution », qui consistait à interdire purement et simplement l'entrée à certains migrants, les renvoyant dans des camps du Pacifique Sud. Dans tous ces cas, le contrôle des frontières a servi d'outil de pouvoir. Aujourd'hui, la réciprocité s'installe. L'Occident perd le monopole sur les règles du voyage, et le prestige du passeport se délite. Désormais, chaque camp observe l'autre, guettant la prochaine riposte. L'équilibre psychologique du monde des passeports vient de basculer. Et si le rêve d'ailleurs s'éteignait pour de bon ? Pendant des décennies, l'Occident a représenté un horizon d'espoir, une promesse de mobilité, de réussite, de reconnaissance. Le passeport américain, jadis totem des ambitions, n'est plus qu'un document parmi d'autres. Dans les rues de Bamako ou de Ouagadougou, la nouvelle n'a pas provoqué de vagues d'émotions. Pas de deuil, pas de panique. Juste une indifférence tranquille, parfois teintée d'ironie, face à la restriction imposée aux citoyens américains. Là où l'on s'attendait à de l'outrage ou de la peur, c'est une satisfaction discrète qui s'exprime.
Comment expliquer cette indifférence? Il faut comprendre le parcours de la jeunesse africaine contemporaine. Pour la génération Z, celle née après l'an 2000, l'Occident n'incarne plus la terre promise. Les humiliations à l'aéroport, les visas refusés, les frontières fermées, les contrôles tatillons, les regards suspicieux lors des escales, tout cela a lentement vidé de sa magie le rêve d'exil. Prenons le cas du Sénégal. Pendant longtemps, obtenir un visa Schengen ou américain était le summum du succès familial. Désormais, des mouvements comme Sénégal Jotna ou Je reste pour bâtir encouragent les jeunes à investir dans l'entrepreneuriat local, l'agriculture biologique ou la tech régionale. À Lagos, au Nigeria, des incubateurs d'entreprises comme CC Hub ou Andela recrutent des talents qui, autrefois, seraient partis à Londres ou New York, mais qui préfèrent désormais miser sur le dynamisme local. Un fossé s'ouvre entre les générations. Les plus jeunes tournent le dos à l'idéal d'exil, préférant investir leur énergie dans l'autonomie locale, les réseaux numériques, l'entrepreneuriat. Voyager n'est plus forcément synonyme de réussite. L'ambition se régionalise. À Accra, au Ghana, des plateformes comme Mest forment des développeurs africains qui exportent leurs logiciels sans jamais quitter le continent. À Abidjan, des startups créent des solutions pour les marchés locaux, sans attendre la validation de l'extérieur. Dire non à l'Occident n'est plus vécu comme une défaite. Ce refus devient banal, presque automatique. C'est le monde à l'envers. Le rejet ne suscite plus colère ni tristesse, mais un soulagement discret. Comme si l'on se libérait enfin d'un fardeau mental, celui d'un désir construit à sens unique. Le passeport américain perd peu à peu son aura. Sa valeur symbolique s'effondre à mesure que la désirabilité s'éteint. Cette désaffection révèle une vérité longtemps tue. Le prestige de la mobilité était une construction mentale, alimentée par l'asymétrie des regards et des désirs. Ce basculement, à la fois subtil et profond, bouleverse la hiérarchie mondiale de la mobilité. Si l'Occident cesse d'inspirer, il perd sa capacité à façonner les rêves. L'Afrique, elle, commence à organiser ses ambitions sans attendre l'aval du Nord. Mais ce renversement ne se joue pas que dans les esprits. Il se concrétise dans des choix de vie, des parcours professionnels, des stratégies collectives. À quoi ressemble un monde où le passeport occidental n'est plus le sésame absolu? Quand la hiérarchie devient visible, elle perd son évidence. Longtemps, la suprématie des passeports occidentaux a été vécue comme une fatalité. On oubliait qu'elle n'est pas naturelle, mais le fruit de choix politiques, d'accords secrets, de rapports de force. Lorsque les règles s'inversent, la magie se fissure. Pour beaucoup, le refus n'est plus un échec personnel, mais la preuve d'un système global défaillant. Ce n'est plus toi qui es rejeté, mais ton document, ta catégorie. Chaque tampon refusé portait une blessure intime. Mais lorsque l'arbitraire devient visible, la douleur change de forme. Le système, démasqué, n'est plus un arbitre neutre, mais le reflet d'un rapport de domination. Prenons un parallèle historique. Dans les années 70, l'Afrique du Sud de l'apartheid imposait des pass laws aux Noirs, les empêchant de circuler librement. Ce système de contrôle a fini par s'effondrer sous la pression intérieure et internationale lorsque le caractère arbitraire et discriminatoire des règles est apparu au grand jour. De la même manière, aujourd'hui, la légitimité de la caste mondiale de la mobilité vacille. Si l'accès aux pays riches dépend de barrières mouvantes, de décisions politiques soudaines, alors l'idée même d'intégration internationale perd de son éclat. Le prestige du passeport occidental, vénéré pendant des décennies, vacille. Émerge alors une posture nouvelle. Ni soumission, ni révolte, mais indifférence. L'Occident cesse d'être la seule voie d'ascension. L'envie de franchir chaque obstacle pour atteindre New York ou Paris s'émousse. Beaucoup murmurent « tant pis ». Et cette indifférence perturbe le système. La contestation appelle la répression, mais l'indifférence déjoue toutes les stratégies. Quand les ambitions se déplacent hors du paradigme occidental, le pouvoir du passeport s'étiole en silence. Ce n'est pas la protestation qui menace la hiérarchie, mais la fuite des désirs. De cette faille naissent de nouvelles stratégies. Plutôt que d'attendre un visa hypothétique, des jeunes Africains créent des entreprises locales, s'associent dans le commerce régional,
ou utilisent le numérique pour tisser des réseaux affranchis des frontières physiques. À Nairobi, des plateformes de paiement comme M-Pesa ont révolutionné l'économie sans jamais passer par la Silicon Valley. Ce moment de lucidité offre une liberté psychologique inédite. Refuser la course, c'est déjà commencer à dessiner un autre monde, où la mobilité ne dépend plus d'un passeport dominant. Une fois la hiérarchie exposée, elle perd une part de son pouvoir d'envoûtement. Mais ce bouleversement ne s'arrête pas aux frontières africaines. L'onde de choc atteint aussi les sociétés occidentales. Les universités américaines, qui attirèrent les meilleurs cerveaux africains, voient désormais certains étudiants préférer de grandes écoles à Dakar ou à Casablanca, ou même rester dans leur pays pour créer leur propre filière d'excellence. Des médecins formés à Bamako choisissent de pratiquer dans leur région, motivés par l'impact social plus que par le prestige international. La Silicon Valley, qui recrutait à tour de bras en Afrique, doit désormais composer avec des talents qui exigent de travailler à distance ou qui préfèrent lancer leur start-up à domicile. Cette mutation oblige les entreprises occidentales à repenser leur stratégie de recrutement, à proposer de véritables partenariats, et non plus seulement des promesses d'exil. Que reste-t-il d'un pouvoir que plus personne ne désire vraiment? Pendant des décennies, le prestige du passeport occidental a dessiné la carte des ambitions. Traverser ces frontières, c'était accéder à l'opportunité, à l'élévation, à l'espoir. Aujourd'hui, lorsque des pays africains refusent l'entrée aux citoyens américains, ce n'est pas qu'un geste symbolique, c'est une brèche dans une hiérarchie que l'on croyait éternelle. Si l'Occident n'attire plus, si franchir ses douanes n'est plus vécu comme un privilège, alors tout l'édifice vacille. Le prestige n'a rien d'une loi naturelle, il repose sur une croyance, un récit partagé. Quand ce récit se fissure, le pouvoir qui s'y rattache devient soudain fragile. Imaginez un monde où le passeport occidental ne fait plus rêver, où la jeunesse africaine regarde ailleurs, bâtie autrement. La mobilité cesse d'être à sens unique. La fascination s'émousse, la supériorité supposée se dissout, révélant une construction psychologique friable. Cette inversion du désir n'est pas sans précédent. Regardons l'exemple de l'Irlande au XIXe siècle, pays d'émigration massive. Lorsque l'économie locale s'est relevée à la fin du XXe siècle, la dynamique s'est inversée. Le pays est devenu attractif, et l'émigration n'était plus un objectif en soi. De même, l'Inde contemporaine connaît un retour de ses talents, qui reviennent bâtir des universités et des entreprises dans leur pays natal, fatigués par la précarité du statut d'immigré dans les pays riches. Le geste du Mali et du Burkina Faso force à ouvrir les yeux. Un système hiérarchique ne tient que tant qu'il est désiré. Quand le prestige ne circule plus que dans un sens, c'est toute la vision du monde qui menace de s'effondrer. Faut-il craindre ce renversement ou y voir l'occasion de repenser nos relations? Si la légitimité n'est plus automatique, il appartient à chacun de s'interroger. Sur quoi voulons-nous, ensemble, fonder l'avenir? Ce basculement silencieux ouvre peut-être la voie à de nouvelles formes de respect et d'équilibre. À condition d'oser en prendre conscience, d'écouter la voix de ceux qui, longtemps, n'avaient pas le droit de rêver. En pratique, comment avancer vers un équilibre plus juste? Première étape, reconnaître le caractère arbitraire des barrières actuelles. Cela passe par des échanges universitaires réciproques, des accords de mobilité équilibrés, la facilitation de visas pour les artistes, chercheurs et entrepreneurs africains comme européens ou américains. On pourrait imaginer des programmes pilotes où le nombre de visas accordés reflète une réciprocité réelle, non plus imposée par la seule puissance économique. Deuxième étape, valoriser les modèles locaux de réussite. Les médias occidentaux gagneraient à braquer leurs projecteurs sur les innovations africaines, les réussites entrepreneuriales régionales, les œuvres artistiques qui émergent hors des circuits traditionnels. À Dakar, le festival Afropixel attire des créateurs du monde entier, sans attendre l'approbation de Paris ou New York. Troisième étape, construire des ponts numériques. Les collaborations à distance via Internet permettent de contourner bien des blocages physiques. Des plateformes d'enseignement en ligne, comme Open Classrooms, proposent désormais des cursus en partenariat avec des universités africaines. Des hackathons rassemblent des talents de Johannesburg à Montréal, sans que personne n'ait besoin de franchir une frontière.
Enfin, il s'agit de changer la narration collective. Au lieu de célébrer le passeport comme un marqueur de hiérarchie, célébrons-le comme un outil d'échange, de découverte et de partenariat. La mobilité devrait être un droit partagé, non un privilège réservé à quelques-uns. En conclusion, le refus du passeport américain par le Mali et le Burkina Faso n'est pas une simple anecdote. C'est le symptôme d'un monde qui change, où le pouvoir ne circule plus dans un seul sens. À chacun d'y voir non pas une menace, mais une invitation à bâtir des relations plus justes, plus équilibrées, plus humaines. Le futur de la mobilité, comme celui du prestige, est à réinventer,